Bonjour à tous, c'est Tatan, on se retrouve pour une nouvelle analyse de BOP sur la cinquième manche du championnat du monde d'endurance 2024, les 6 heures de Sao Paulo. Dans cette vidéo, on va passer en revue la BOP qui s'appliquera en catégorie hypercar à Interlagos pour les 6 heures de Sao Paulo pour chacun des modèles qui sera engagé. Et on va ensuite tenter d'analyser à partir des ajustements qui ont été réalisés, mais également en connaissant les points forts et les points faibles de chaque voiture, de déterminer quel est le potentiel de performance pour chacun des modèles pour cette cinquième manche de la saison. On commence dans un premier temps par parler du circuit, puisqu'en effet, le circuit Interlagos est atypique à plusieurs titres. La première chose, c'est que c'est un circuit qui est assez court, qui tourne également dans le sens anti-horaire, et ça c'est quelque chose d'assez inhabituel. Et en plus de cela, en plus d'être court, c'est un circuit qui est assez sinueux, en fait, surtout son deuxième secteur, et donc ça va faire que le trafic va avoir une importance prépondérante dans la course, notamment des hypercars, et donc devrait également avoir le potentiel de créer des opportunités de dépassement avec les lignes droites qui vont suivre, notamment si on se fait gêner dans le virage 12 par exemple, ou encore pareil si on se fait gêner dans les virages 1, 2, 3, ça pourrait créer des opportunités pour le virage 4. Également, je vais vous préciser un petit point qui aura son importance plus tard, c'est le point où est-ce qu'on dépasse les 250 km/h. Alors, pour ce qui est de la première ligne droite, donc entre le virage 3 et le virage 4, c'est à peu près au niveau de lorsqu'on a passé ces 2 tiers qu'on passe ce seuil-là. Pour la ligne droite, si on peut appeler ça une ligne droite qui va du virage 12 jusqu'au virage 1, parce que tout est à fond, ça se passe entre le virage 14 et 15, à peu près finalement au niveau du début de la zone DRS pour la Formule 1. Et là, par contre, ça laisse donc toute la deuxième partie de la ligne droite, les 2 tiers restants finalement, de la pleine charge, au-dessus de ce seuil, et vous allez voir, ça a une importance significative, et ça peut expliquer également ce qu'on peut voir en différence de vitesse de pointe. Donc après vous avoir teasé justement les différences, etc., passons maintenant à la BOP qui sera en place pour les 6 heures de Sao Paulo. Et donc, la première chose que l'on peut constater, c'est que toutes les voitures excepté l'Isotta Fraschini ainsi que la Lamborghini, voient leur masse augmenter. Sinon, pour ces deux-là, soit ça reste stable, soit carrément pour l'Isotta, elle diminue pour aller au niveau de la masse minimum, ce qui devrait donner un peu plus de performance à la voiture. J'ai hâte de voir justement ce que ça va donner, notamment avec Jean-Carl Vernet au volant, parce que c'est le seul pilote représentatif de la performance de la voiture. Ça, c'est donc les deux informations principales qu'on peut tirer de la BOP. L'autre chose que l'on peut également noter, c'est au niveau justement de la puissance, globalement, on peut dire que ça reste à quelques exceptions près des ajustements plutôt mineurs. Du coup, maintenant pour aller un peu plus dans le détail de ces changements, on va commencer donc par lister finalement les plus gros changements, si je peux dire ainsi, au niveau de la masse, ceux étant en fait tout simplement liés aux performances qui ont été réalisées au Mans, si je peux dire ainsi, puisqu'en effet les trois constructeurs les plus performants qui étaient Toyota, Ferrari et Porsche, se voient les plus entre guillemets pénalisés par la masse. On voit ainsi Porsche prendre 9 kg sur la balance, Toyota en prend 7, et enfin Ferrari qui paye le plus lourd tribut avec 17 kg qui lui sont ajoutés sur la balance. Le truc qui est également intéressant de noter, c'est que c'est la première fois depuis que Ferrari et Toyota sont tout simplement ensemble en WEC, qu'on retrouve les deux voitures avec exactement la même masse. Donc ce sera une chose assez intéressante à voir pour cette course. Voilà donc pour l'aspect masse. Sinon après pour tous les autres, entre Cadillac, BMW, Alpine, Peugeot, c'est globalement les mêmes changements. Maintenant, si on regarde au niveau de la vitesse de pointe qui va donc être conditionnée par la puissance en dessous de 250 km/h et celle après, pour ce qui est d'en dessous de 150 km/h, on peut voir que Cadillac prend un très gros boost puisqu'ils prennent tout simplement 10 kW. Mais après, ce changement est à tempérer. Du fait de l'altitude où on est à environ 900 mètres à Interlagos, l'efficacité de son V8 atmosphérique en sera un petit peu diminuée. Donc d'ailleurs, c'est peut-être pour ça également qu'il y a eu ce changement qui a été fait par les instants pour contrer les effets de l'altitude pour la Cadillac. Pour ce qui est de Toyota et Ferrari, on peut voir que ces deux-là font partie en fait des seuls autres
qui n'ont pas ou soit une stagnation de la puissance ou une augmentation, puisqu'en effet ces deux-là vont perdre pour Toyota 2 kW, pour Ferrari 5 kW de puissance. Mais là où c'est le plus intéressant de regarder, c'est après, c'est justement sur la phase de fin de ligne droite, où donc on est au-delà de 250 km/h, donc, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et bien donc là ce qu'on peut voir, c'est qu'on a Toyota qui prend un beau petit boost de puissance, donc de 2,8%, Ferrari prend 1,8% de puissance, mais comparé au Mans c'est un énorme gain, parce que c'est au Mans ils perdaient en bout de ligne droite de la puissance, là ils en gagnent justement, donc c'est assez intéressant de voir. Sinon après, pour ce qui est des autres constructeurs, on peut voir bien que hormis Porsche, Isotta Fraschini, BMW ainsi que Peugeot, bien, on a tout simplement une perte de puissance au-delà de ce seuil, donc ça concerne Lamborghini, Alpine, mais également Cadillac. Et après, pour ce qui est de l'énergie par relais, là, comme je vous le dis à chacune de mes vidéos sur la BOP, en fait, c'est simplement que cet ajustement est lié à l'évolution de la masse, aux caractéristiques du circuit, et également en fonction de l'évolution de la puissance. Donc là, entre guillemets, il n'y a pas grand chose à dire à ce sujet. Après avoir passé en revue les différents changements qui s'appliquent aux différents constructeurs pour ces 6 heures de Sao Paulo, on va maintenant aller voir dans le détail qu'est-ce que ça donne sur la piste, et vous allez voir, on a des résultats assez surprenants. En effet, le premier étant au niveau de la vitesse de pointe, puisque on retrouve des différences absolument colossales. Tout simplement depuis le début de la mise en place de la BOP en hypercar, on n'a jamais eu des écarts aussi importants. Donc je pense qu'il y a également une autre chose qui rentre en compte, c'est qu'en fait, il y a eu des choix de réglage qui ont été tout simplement testés et qui ont été différents en fonction des voitures et des marques, qui ont donc fait qu'on a tout simplement des différences assez massives à ce niveau-là. Les vitesses de pointe que vous avez affichées vous semblent peut-être un petit peu faibles, et c'est totalement normal. En fait, c'est dû au fait que le radar est placé au niveau de la ligne de départ arrivée, alors que la vitesse de pointe maximale des voitures est atteinte juste avant le virage 1, donc forcément il y a une petite différence entre la vitesse qui est affichée là et la vitesse maximale réelle des voitures, mais ça permet bien d'échelonner la différence qu'il y a entre les différents modèles. Et donc justement on retrouve en modèle de pointe à ce niveau là Toyota qui tape 280 km/h à la ligne droite, à la ligne de départ arrivée, Porsche qui prend 3 km/h, Ferrari en prend 4, et là ensuite on a un gouffre énorme. On a Peugeot qui prend 13 km/h, Lamborghini et Cadillac qui sont relégués à 16 km/h. Enfin, on finit avec les trois derniers qui sont encore plus loin, avec Alpine qui prend 18 km/h par rapport à Toyota, BMW 19, et enfin Isotta Fraschini qui prend 24 km/h. Donc là je pense qu'on a certaines voitures qui ont été réglées vraiment avec simplement tout ce qui pouvait être braqué au max. Enfin de toute façon on n'a qu'un seul élément aérodynamique ajustable, mais là clairement je pense que ça a été braqué au max pour certains, et pour d'autres ça a été un peu moins braqué, et donc on peut voir la différence là-dessus, ce qui permet également justement avec cet aspect vitesse de pointe de parler que la Toyota étant une voiture qui de base aime énormément les circuits de ce type-là, les circuits avec des virages moyenne vitesse à grande vitesse, c'est pas forcément étonnant que Toyota ait réussi justement à régler sa voiture avec un peu moins de charge aéro pour avoir en plus une vitesse de pointe assez importante, et donc cumuler tous les points forts de sa voiture sur ce circuit qui lui convient parfaitement. Pour ce qui est des meilleurs secteurs, à contrario justement, on pourrait penser qu'avec ce qu'on voit en écart au niveau vitesse de pointe, on a des différences monstrueuses, pas du tout. En effet, on se retrouve avec une hiérarchie qui est plutôt serrée, puisqu'en effet on a Toyota qui est 1/10 devant Porsche en rythme de qualification, en tour parfait si je peux parler ainsi. Ensuite on retrouve Ferrari et BMW qui sont seulement à 3/10, Cadillac un peu décroché, c'est un petit peu entre guillemets ceux qu'on aurait pu penser être un peu plus proches que sa Toyota qui sont à 4/10. Ensuite on retrouve Alpine à 6/10, et après là par contre on a véritablement un vrai gouffre, puisqu'on retrouve les trois dernières marques, Peugeot, Lamborghini, Isotta Fraschini. Peugeot à 1 seconde 1, Lamborghini 1 seconde 3, et enfin Isotta Fraschini à 1 seconde 7, qui progresse mine de rien petit à petit au fil des courses. Il y a également 2-3 choses qui sont intéressantes à noter après le résultat de la qualification. C'est tout d'abord que Porsche, qui a fait plutôt un bon résultat de qualification, s'attend à rétrograder un peu du fait des températures qui seront un peu plus fortes au cours de la course. Donc bien sûr, on verra à quel point est-ce que ça affecte la performance de leur voiture. Et sinon également, si on regarde au niveau des différents secteurs, on peut voir que comme on pouvait s'y attendre, Toyota est très fort dans tout ce qui est sinueux. Après, forcément, entre les différents
constructeurs, ça s'échange un petit peu les différents secteurs, mais par contre, pour ce qui est du secteur 3, eh bien, on peut voir que BMW, Ferrari et Porsche réussissent à être justement devant Toyota. Alors après, vous voyez, les écarts sont extrêmement faibles, hein, ça se joue un dixième près, mais ça montre quand même que sur ce dernier secteur, sur justement la phase d'accélération, eh bien, Toyota perd un peu comparé à d'autres. Donc là aussi, ce sera quelque chose qui sera intéressant à voir, surtout avec le trafic qui va venir influencer tout cela. On passe maintenant aux performances potentielles auxquelles on peut s'attendre durant la course pour les différents constructeurs, avec comme d'habitude l'analyse de Sami Andreasson sur le Reddit du WEC qui nous a sorti pour le coup des chiffres qui sont extrêmement intéressants et prometteurs pour la course, puisqu'en effet, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'on pouvait s'attendre à ce que Toyota soit rapide, et ça a été le cas. Ils ont réussi à faire la première ligne, donc ça montre bien que Toyota est en forme. Mais la chose intéressante, c'est que Cadillac semble devoir avoir un rythme de une marge de progression assez importante entre la qualif et la course. La qualif où ils sont un peu en retrait et la course, et donc en course, ça devrait les mettre à minimum d'après ces simulations au niveau de Toyota, voire devant. Donc si c'est le cas, ça devrait nous offrir une course extrêmement intéressante. On a donc ces deux constructeurs-là qui sont en tout cas désignés en tant que favoris d'après ces simulations. Et ensuite derrière, on retrouve un peloton de fous furieux qui se tient en un petit dixième. C'est ça qui est absolument incroyable. Et donc dans ce peloton-là, on retrouve Porsche, Alpine, Ferrari, BMW. Et donc, ces quatre constructeurs-là devraient simplement batailler au dixième près en course, donc ça devrait être assez incroyable. Et ensuite, encore un peu plus loin, en troisième rideau, si on peut parler ainsi, on retrouve Peugeot, Lamborghini et Isotta. Mais après, je dis troisième rideau, mais ils sont pas si loin que ça du rythme du peloton devant. Mais ils sont quand même un peu décrochés, donc voilà un petit peu pour les choses qu'il va falloir regarder. Mais en tout cas, les simulations avant que les voitures ne touchent la piste donnaient plutôt un duel Cadillac-Toyota pour la victoire, arbitré par ces quatre autres derrière qui devraient être tous très très proches. Et enfin, après en troisième rideau, ceux qui devront espérer des choses pour marquer des points, les trois derniers constructeurs que je vous ai cités. Voilà donc un petit peu tout ce que l'on pouvait dire avant ces 6 heures de Sao Paulo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'analyse de BOP que j'ai faite. Et puis voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, puisque comme je le dis à chaque fois, avant chaque course du WEC, je refais évidemment le même exercice, puisque c'est toujours quelque chose que je trouve extrêmement intéressant à réaliser pour vous informer et également pour se situer un petit peu sur les forces en présence avant chaque course. Sur ce, moi je vous dis bonne course, à la prochaine, salut!